Veux-tu la paix? Alors commence par le silence, pas celui que tu fais vers l'extérieur pour éviter les conflits, mais celui que tu pratiques à l'intérieur, là où ça compte vraiment. Parce que la plupart du bruit qui te vole ta tranquillité ne vient pas du monde. Il vient de toi, de tes pensées, de tes habitudes, de tes attachements, de tes peurs. Il y a des choses qui te drainent ton énergie en silence chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Et si tu ne les élimines pas, tu continueras à te sentir fatigué, accablé, déconnecté, même si tout semble en ordre à l'extérieur. Ceci n'est pas une vidéo pour en faire plus, c'est une vidéo pour lâcher prise, pour faire taire le chaos et reprendre le contrôle. Si tu veux la paix, tais-toi et élimine silencieusement tout ce qui ne te laisse pas vivre en paix. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais de puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Je m'engage à lâcher prise et à vivre en paix. Je suis stoïque. L'écrire n'est pas qu'un geste, c'est une façon de sceller ton engagement envers toi-même. Quand tu le déclares, tu l'intègres, tu l'enregistres dans ton subconscient et tu commences à reprogrammer ton esprit pour que petit à petit, cette paix que tu recherches devienne ton état naturel. Alors prends une seconde, commente-le maintenant. Numéro 1. Éliminer l'habitude de vivre pour les autres au lieu de vivre pour soi-même. Nous vivons piégés dans un bruit constant, un bruit fait d'opinions, d'attentes, d'exigences et de jugements qui ne nous appartiennent pas. Depuis que nous sommes petits, on nous enseigne de façon directe ou subtile que nous devons nous adapter, plaire, correspondre, que nous devons être de bons enfants, de bons amis, de bons étudiants, de bons professionnels, mais on nous enseigne rarement à être simplement fidèles à nous-mêmes. C'est ainsi que nous commençons à construire une vie sur des fondations qui ne sont pas les nôtres. Nous choisissons des carrières parce que nos parents les approuvent, nous nous comportons d'une certaine manière pour ne pas déranger, nous disons oui alors qu'intérieurement nous crions non, nous sourions quand nous voulons pleurer. Et ainsi, lentement, nous étouffons cette voix intérieure qui nous disait qui nous étions réellement. Quand tu vis pour les autres, tu deviens une ombre de toi-même. Tu commences à ressentir une déconnexion profonde, comme si chaque pas que tu faisais dans la vie ne t'appartenait pas. Tu peux réussir, recevoir des éloges, avoir l'air heureux, mais quelque chose en toi se sent vide, parce qu'au fond, tu le sais, ce n'est pas ta vie, c'est la vie que d'autres voulaient que tu aies. Et quand chaque décision est influencée par la peur d'être rejeté, par le besoin d'approbation ou par la pression sociale, tu finis inévitablement frustré, épuisé et confus. Le bonheur authentique ne vient pas du fait de plaire à tout le monde, il vient d'être cohérent avec toi-même. Il vient de prendre des décisions qui, même si elles paraissent étranges ou égoïstes aux yeux des autres, font sens pour toi, parce que c'est toi qui vivras avec les conséquences de chaque choix, pas eux. Et personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui te passionne, ce qui t'anime, ce qui te comble. Vivre pour toi ne signifie pas être égoïste, cela signifie être courageux. Cela signifie t'écouter au-delà du bruit, donner la priorité sans culpabilité. La science l'appuie. La psychologie positive, par exemple, a largement étudié les effets de mener une vie alignée sur l'authenticité. Des études sur la théorie de l'autodétermination montrent que les personnes qui sentent que leurs décisions sont libres et reflètent leur vrai soi rapportent des niveaux beaucoup plus élevés de satisfaction, de motivation et de bien-être émotionnel. En revanche, celles qui vivent sous une pression constante pour répondre aux attentes externes ont tendance à éprouver plus d'anxiété, de dépression et un sentiment persistant de vide existentiel. L'authenticité n'est pas seulement un joli mot, c'est la santé mentale, l'équilibre, la vie. Et comment commencer? Avec une honnêteté brutale, avec le courage de te regarder dans le miroir et de te demander « Est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres? Est-ce que je le veux vraiment ou est-ce qu'on m'a juste convaincu que je devrais le vouloir ?» Prends un carnet, écris tes objectifs actuels et analyse-les un par un. D'où viennent-ils? Quelle partie de toi se sent vivante à l'idée de les accomplir? Si la réponse est « aucune », il est temps de réajuster, parce que continuer à investir ton énergie sur un chemin qui n'est pas le tien, c'est te trahir en silence. Ensuite, fais de la place pour ce qui te motive vraiment. Peut-être que c'est quelque chose de petit,
Te remettre à peindre, commencer à écrire, apprendre une langue, voyager seul, changer de carrière. Peu importe la taille du pas, ce qui compte, c'est qu'il soit à toi, parce que chaque petit acte d'authenticité est une brique de plus dans la construction d'une vie véritable. Et quand tu commences à vivre ainsi, tout change. Tu respires plus profondément. Tu dors avec plus de paix. Tu prends des décisions avec plus de clarté. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde pour te sentir digne d'amour. Tu as juste besoin d'être toi. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres attendent de nous, mais nous pouvons contrôler nos réponses. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais comment tu y réagis. » De même, ce ne sont pas les attentes des autres qui déterminent ton chemin, mais ce que tu choisis de faire de ces attentes. Être stoïque, c'est avoir le courage de dire « C'est ma vie, et je la vivrai selon mes propres principes, pas ceux des autres. » Et quand tu fais ce changement, quand tu cesses de vivre pour plaire, il se produit une transformation silencieuse mais profonde. Tu ressens moins de poids sur tes épaules, ton énergie ne se dissipe plus à essayer de t'adapter. Elle coule vers ce qui te fait grandir, vers ce qui t'inspire. Et dans cette authenticité, tu découvres quelque chose que l'approbation extérieure ne t'apportera jamais. La paix. Une paix qui vient de savoir que tu es exactement là où tu dois être, en étant exactement qui tu as décidé d'être. Numéro 2. Éliminer l'auto-sabotage et les pensées négatives. Cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, qu'il te manque quelque chose, que tu vas échouer. Cette voix, même si elle sonne comme si c'était la tienne, ne l'est pas vraiment. C'est la somme d'années de conditionnement, de peurs héritées, de critiques non digérées, d'échecs mal compris. Cette voix est l'écho d'un passé qui essaie de contrôler ton présent. Et si tu ne la reconnais pas, si tu ne l'affrontes pas, elle finit par saboter tout ce que tu es capable de construire. Parce que l'auto-sabotage n'est pas qu'une idée, c'est une force réelle qui freine tes actions, éteint tes rêves et sabote tes opportunités juste avant qu'elles ne puissent éclore. Le problème avec l'auto-sabotage, c'est qu'il est furtif. Il se déguise en réalisme, en prudence, en modestie. Il te murmure « Mieux vaut ne pas essayer, tu vas te ridiculiser. Ne t'emballe pas trop, cet objectif n'est pas pour toi. Tu n'es pas aussi bon que tu le crois. » Et le pire, c'est que nous l'écoutons, nous lui donnons du pouvoir, nous le croyons, parce que cela sonne comme nous, parce que c'est devenu une habitude, un dialogue intérieur auquel nous nous sommes tellement habitués que nous ne le remettons plus en question. Mais cette pensée n'est pas vraie, c'est juste une histoire. Et comme toute histoire, elle peut être réécrite. Changer cette narration interne n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que chaque pensée négative que tu laisses grandir dans ton esprit est une graine que tu sèmes contre toi-même. Et avec le temps, cette graine produit des fruits amers. Insécurité, peur, anxiété, paralysie. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu peux aussi semer l'inverse. Tu peux choisir des affirmations qui te renforcent, des pensées qui te soutiennent, des croyances qui te portent. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides devant le miroir, mais de construire une nouvelle relation avec toi-même. Une relation où tu te traites avec compassion, avec respect, avec confiance. La science le confirme. Les affirmations positives ont un impact réel sur le cerveau. Des études en neurosciences et en psychologie ont démontré que l'usage régulier d'affirmations ne réduit pas seulement le stress, mais renforce aussi l'auto-image et améliore l'estime de soi. Des zones du cerveau liées à la pensée positive et à l'auto-évaluation s'activent. Littéralement, tu commences à reconfigurer ton esprit et tu n'as pas besoin d'heures de méditation ni de formules compliquées, seulement de la constance, de la volonté, l'habitude quotidienne de ne pas laisser la voix de la peur être plus forte que la voix de ton but. L'exercice est simple, mais puissant. Lorsque surgit une pensée négative, arrête-toi, observe-la. Ne lutte pas contre elle, ne la réprime pas, reconnais-la simplement. Ah, la revoilà, elle veut me saboter. Puis remplace-la, oui, à voix haute, par une affirmation qui te rende ton pouvoir. Je fais de mon mieux, et c'est suffisant. Je mérite d'avancer, même si j'ai peur. Je peux avoir confiance en moi. Écris-les, répète-les, ressens-les. Pas parce qu'elles seraient magiques, mais parce que chaque fois que tu les répètes, tu entraînes ton esprit à ne plus vivre dans la crainte. Avec le temps, ces petits actes génèrent un changement profond.
Tu commences à prendre des décisions avec plus d'assurance. Tu t'autorises davantage. Tu te critiques moins. Tu cesses de saboter tes propres tentatives de croissance parce que tu comprends que ton pire ennemi n'était pas dehors, il était dedans. Mais tu découvres aussi que ton meilleur allié, ta plus grande force, est également là et que tu peux choisir quelle voie nourrir. Du point de vue stoïque, on nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions, ni de nos pensées. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cela inclut ce que nous pensons de nous-mêmes. Un stoïque ne se laisse pas emporter par l'autodestruction parce qu'il sait que sa paix intérieure dépend de la façon dont il choisit d'interpréter la vie, même quand cette vie est son propre reflet interne. La maîtrise de l'esprit, en ce sens, est une pratique constante qui consiste à sélectionner avec sagesse les pensées que nous laissons habiter. Et quand tu changes ta narration, tu changes ton destin, parce que tu ne marches plus avec le poids du « je ne peux pas » ou du « je ne mérite pas ». Tu marches avec une nouvelle certitude, celle d'être capable, suffisant, précieux. Et cette certitude transforme non seulement tes actions, mais aussi la manière dont tu te perçois. Et quand tu changes la manière dont tu te perçois, tu changes la manière dont tu vis. Numéro 3. Éliminer les personnes et les activités qui drainent l'énergie. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie et t'élèvent, t'inspirent, te nourrissent, t'incitent à être meilleur. Mais il y en a aussi d'autres qui font l'inverse, qui te vident. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur énergie, leur vision du monde, leur façon de se lier, ne résonne tout simplement pas avec la personne que tu essaies de devenir. Et c'est quelque chose que tu ne peux plus ignorer, car chaque conversation qui te laisse épuiser, chaque engagement auquel tu vas par obligation, chaque relation dans laquelle tu dois te forcer pour t'adapter, te vole du temps, de la clarté et de la paix. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour plaire à tout le monde, tu es venu pour évoluer, pour bâtir une vie qui ait du sens. Pour cela, tu dois apprendre à choisir avec qui et dans quoi tu investis ton énergie. C'est inconfortable à admettre, mais toutes les personnes qui t'entourent ne devraient pas nécessairement rester dans ton cercle. Parfois, l'affection ne suffit pas. Parfois, l'histoire partagée n'est pas suffisante. Il y a des gens qui vivent ancrés dans le conflit, dans la plainte, dans le drame, et chaque fois que tu es en contact avec elles, quelque chose en toi s'éteint. Elles partent de toi avec plus d'énergie que tu n'en conserves toi-même. Ce sont des conversations où personne ne s'écoute, où il n'y a pas d'espace pour ta croissance, où tu sens que tu rapetisses. La même chose se produit avec certaines activités. Tu es occupé mais tu n'avances pas. Tu remplis ton agenda avec des choses qui ne nourrissent pas ton âme, juste pour ne pas faire face au silence, pour ne pas te sentir improductif, alors qu'en réalité, tu ne fais que retarder ce qui compte vraiment. Éliminer ne veut pas dire détester, ni juger, c'est reconnaître que ton énergie est limitée et que tu ne peux pas continuer à la donner à ce qui ne l'alimente pas. Établir des limites est un acte d'amour envers soi-même, c'est dire « je mérite des environnements qui me respectent, qui me valorisent, qui me portent, et si quelque chose ou quelqu'un va à l'encontre de cela, j'ai le droit et la responsabilité de prendre mes distances. Parce que si tu ne protèges pas ton énergie, personne ne le fera pour toi. Et ceci n'est pas seulement une question émotionnelle, la science l'a prouvé. La psychologie sociale a constaté que les personnes qui maintiennent des relations conflictuelles ou négatives présentent des niveaux significativement plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Elles signalent aussi plus de fatigue, moins de satisfaction dans la vie et une tendance plus forte à l'anxiété et à la dépression. Notre entourage influence directement notre bien-être psychologique et physique. Cela signifie que t'entourer de personnes qui te freinent ne te touche pas seulement émotionnellement, mais aussi biologiquement. Et tu ne peux plus l'ignorer. Fais l'exercice suivant. Prends une feuille et écris le nom des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Demande-toi, comment est-ce que je me sens après avoir été avec cette personne? Léger, inspiré, serein, ou vidé, frustré, épuisé? Fais la même chose avec tes activités. Où part ton temps? Quelles sont les habitudes que tu maintiens par simple habitude, même si elles ne t'apportent plus rien? Combien de choses fais-tu juste pour plaire ou pour ne pas avoir l'air mal? Tout ce qui ne nourrit pas ta croissance te freine. Tout ce qui ne t'approche pas t'éloigne. Et non, tu n'as pas à tout couper d'un coup. Tu peux commencer par de petites limites.
Moins de temps avec ceux qui t'épuisent, moins d'attention à ce qui ne te construit pas, moins d'énergie pour le bruit, et plus d'espace pour ce qui compte vraiment, plus de présence dans ce qui te nourrit. Parce qu'à la fin de la journée, ton énergie est ta ressource la plus précieuse, et la gaspiller est une forme silencieuse d'abandon de soi. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons prendre soin de notre esprit comme nous prendrions soin de notre corps. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Mais on pourrait aussi dire « L'âme se teinte de la couleur de ses liens, de ses environnements, de ses choix quotidiens ». Un stoïque comprend que pour maintenir son centre, sa clarté et sa vertu, il doit s'entourer de ce qui le renforce. Il ne se laisse pas entraîner par la toxicité d'autrui, car il sait que son équilibre intérieur n'est pas négociable. Et lorsque tu fais ce tri conscient, tu commences à ressentir la différence. Tu te sens plus léger au réveil, tu te concentres mieux, tu prends des décisions avec plus de clarté. Tu n'es plus aussi épuisé parce que tu ne combats plus des batailles qui ne te concernent pas. Ton énergie te revient, et avec elle la motivation, la paix, la force. Tu cesses de survivre pour commencer à construire, parce que lorsque ton entourage cesse de te drainer, tu peux enfin te concentrer sur ce qui importe vraiment, ton chemin, ton but, ton évolution. Numéro 4. Éliminer l'habitude de procrastiner et de remettre tes rêves à plus tard. Les rêves ne meurent pas du jour au lendemain, ils meurent en silence, lentement, sous le poids des excuses, des distractions et des promesses vides du « demain je commence ». Nous avons tous des objectifs, des idées, des projets qui nous passionnent. Mais pour une raison ou une autre, nous continuons à les remettre à plus tard. Nous nous convainquons que ce n'est pas encore le bon moment, que nous ne sommes pas prêts, que nous avons besoin de plus de temps, de plus de ressources, de plus de clarté. Et pendant que nous attendons ce prétendu moment parfait, la vie passe. Les jours se transforment en semaines, les semaines en années, et quand nous regardons en arrière, nous nous rendons compte que nous sommes toujours au même endroit, à rêver au lieu d'agir. La procrastination est l'un des autosabotages les plus subtils et dangereux. Elle se déguise en prudence, en planification, voire en perfectionnisme. Elle nous dit « Attends un peu plus, d'abord organise ceci, assure-toi de cela ». Mais en réalité, tout ce qu'elle fait, c'est nous garder paralysés. La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment idéal. Tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Et si tu attends que tout soit aligné pour commencer, tu vas rester à attendre toute ta vie. Le changement, le progrès, la croissance, tout commence quand tu décides d'agir malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré le fait de ne pas tout avoir clair. Chaque fois que tu reportes ta mission, tu envoies un message inconscient à ton esprit. « Je ne suis pas encore capable, ça n'est pas si important, je ne le mérite pas encore. » Et ce message se répète, se renforce, devient partie intégrante de ton identité. Mais si aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec une seule action, tu décides d'avancer vers ce que tu veux, quelque chose change. Ton esprit commence à comprendre que oui, tu en es capable, que oui, tu avances, que oui, tu essaies. Et cela, même si c'est minime, fait la différence. Parce que la confiance ne se construit pas dans la pensée, elle se construit dans l'action. La science le confirme. Diverses études ont montré que passer à l'action immédiatement, même pour de petites choses, réduit significativement la procrastination. Le système de récompense du cerveau s'active, une sensation d'accomplissement se crée, et cela nourrit ta motivation. C'est un cercle vertueux. Tu agis, tu vois des résultats, tu te motives, tu agis encore. Mais ce cercle ne peut pas commencer si tu ne romps pas avec l'inertie du « plus tard je le fais ». Parce que si tu ne prends pas le contrôle de tes décisions, tes habitudes le feront pour toi. Et l'habitude de remettre à plus tard, une fois enracinée, est difficile à rompre. Fais l'exercice. Pense à un objectif qui te tient vraiment à cœur. Pas une obligation, pas un objectif imposé par d'autres, mais quelque chose que toi, tu désires profondément. Cela peut être démarrer ce projet auquel tu penses depuis des années, changer de carrière, écrire un livre, apprendre une compétence, améliorer ta santé, commencer une routine, peu importe. Et maintenant, dès aujourd'hui, fais un premier pas, même minuscule. Cela peut être écrire une page, passer un coup de fil, faire une recherche, t'inscrire à un cours, sortir marcher. Peu importe la taille, l'important est que ce soit concret.
Parce qu'en faisant cela, tu envoies un message différent. Ceci m'importe, et je suis prêt à commencer. Le stoïcisme le dit clairement. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Sénèque écrivait « Pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie s'écoule. » Il ne s'agit pas de vivre dans la hâte, mais de vivre avec intention. Un stoïque ne remet pas à demain ce qu'il peut construire aujourd'hui, parce qu'il comprend qu'il n'y a pas de plus grande perte que celle du temps gaspillé. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous savons ce que nous voulons en faire. Alors pourquoi continuer à différer ce qui donne un sens à ton existence? Quand tu cesses de procrastiner et que tu commences à agir, même au milieu de la peur et du doute, il se produit quelque chose de puissant en toi. Tu commences à avoir plus confiance en toi. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de la volonté de commencer. Et cette volonté te transforme. Ton esprit devient plus clair, ton énergie se concentre, ta motivation se réveille. Tu ne te sens plus en pause, tu te sens en route. Et rien que cela, ça change toute ton expérience de la vie. Parce que les rêves ne se réalisent pas avec des souhaits, ils se réalisent avec des actions. Et il n'y a pas d'action plus courageuse que celle de commencer maintenant, sans garantie ni perfection, mais avec détermination. Numéro 5. Éliminer la croyance d'être victime des circonstances. Il y a une idée qui s'installe très tôt chez beaucoup d'entre nous, celle que nous sommes victimes de ce qui nous est arrivé. Victimes de nos parents, de la société, du manque d'opportunités, du destin, du passé. Et oui, bien sûr qu'il y a des blessures réelles, des injustices réelles, des situations que nous n'avons pas choisies et qui nous ont fait mal. Mais rester piégé dans cette narration, c'est comme vivre avec les mains liées, c'est remettre tout notre pouvoir à l'extérieur, c'est dire « ce n'est pas moi qui décide, ce sont les circonstances qui commandent ». Et quand nous adoptons cet état d'esprit, nous cessons d'être protagonistes de notre histoire pour devenir de simples observateurs, attendant que quelque chose change dehors, sans changer quoi que ce soit dedans. Vivre en victime a l'air d'une protection, mais en réalité, c'est une prison. C'est une façon de ne pas assumer de responsabilité, parce que tant que nous continuons à blâmer le monde, nous n'avons pas à nous regarder à l'intérieur, nous n'avons pas à reconnaître nos peurs, nos habitudes, nos décisions. Mais voilà le point crucial. Ce qui nous définit, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, c'est ce que nous en faisons. Tu peux avoir eu un passé difficile, avoir traversé des situations douloureuses, c'est réel. Mais il est tout aussi réel que tu puisses répondre à ce qui t'est arrivé. Tu as le pouvoir de décider ce que tu fais de cette douleur, de ces cicatrices, de ce chemin. Accepter ta responsabilité ne signifie pas te blâmer, ni tout porter comme si c'était ta faute. C'est tout le contraire. C'est te rendre compte que, même si tu n'as pas choisi ce qui s'est passé, tu peux choisir ta réponse. Et dans ce choix réside ta liberté. Dans ce choix, tu reprends le contrôle, parce que tu n'attends plus que les conditions changent. C'est toi qui changes. Tu n'attends plus que le monde te donne l'autorisation, c'est toi qui te l'accorde. Et cela te transforme parce que tu cesses de réagir pour commencer à construire. La psychologie de l'empowerment le confirme. De nombreuses études ont montré que les personnes qui assument leurs responsabilités personnelles face à leur vie, qui se voient comme des agents de changement, ressentent un mieux-être plus grand, moins d'anxiété et une plus grande résilience face à l'adversité. Au lieu de se sentir piégées, elles sentent qu'elles ont des options. Au lieu de se rendre face aux obstacles, elles cherchent des solutions. Et ce n'est pas que leur vie soit plus facile, c'est leur mentalité qui est plus forte. Fais l'exercice. Pense à une situation difficile que tu traverses ou que tu as traversée, quelque chose qui te fait encore mal ou dont tu as l'impression qu'elle te limite. Demande-toi avec une honnêteté brutale, quelle part de cette situation puis-je transformer moi-même? Que puis-je faire de différent? Quelle décision ai-je prise qui peut-être me freine plus qu'elle ne m'aide? Il ne s'agit pas de justifier ce qui est arrivé, mais de reprendre ton pouvoir au milieu de tout ça. Ensuite, agis. Fais un pas petit mais concret. Peut-être parler à quelqu'un, changer une habitude, chercher de l'aide, faire un choix différent. Parce que ce pas est un acte de rébellion contre le discours de la victime, c'est dire à la vie « Je ne sais pas comment ça finira, mais je ne vais pas rester là à attendre ». Du point de vue stoïque, cette idée est centrale. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont ». Les stoïques comprenaient
que nous ne contrôlons pas toujours ce qui se passe à l'extérieur, mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse intérieure. Et c'est à ce carrefour que réside ton véritable pouvoir. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu choisis de faire à partir de là. Tu n'es pas tes circonstances, tu es ton attitude face à elles. Et si ton attitude change, toute ta vie change avec elle. Et quand tu cesses de te voir comme une victime et que tu commences à te voir comme un créateur, tout bouge. Ton énergie change, ta vision s'élargit. Tu n'attends plus que la vie te sauve. C'est toi qui construis la version de toi-même, capable de faire face à ce qui vient. Et oui, il y aura encore des défis. Oui, il y aura des moments difficiles. Mais tu ne les affrontes plus depuis l'impuissance. Tu les affrontes depuis la responsabilité, depuis l'action, depuis la conscience. Et ça, non seulement ça te renforce, mais ça te libère, parce que tu comprends que la vie ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de ce que tu en fais. Et quand c'est toi qui choisis comment répondre, quand c'est toi qui prends les rênes, tu cesses de survivre aux circonstances et tu commences vraiment à vivre. Numéro 6. Éliminer l'habitude de se comparer aux autres. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés d'images, d'histoires et de réussites qui ne sont pas les nôtres. Nous faisons défiler l'écran et voyons des vies qui paraissent parfaites, des corps idéaux, des relations heureuses, des réussites professionnelles, des voyages de rêve. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à mesurer notre vie avec une règle qui n'est pas la nôtre. Nous nous comparons, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas accompli ceci ou cela, pourquoi nous ne ressemblons pas à ça, pourquoi nous ne possédons pas ce que les autres montrent. Mais nous oublions que nous comparons notre réalité complète à une version éditée et soigneusement choisie de la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est là que commence l'épuisement. Se comparer est un piège qui consomme de l'énergie, contamine notre paix mentale et nous éloigne de ce qui compte vraiment, notre propre chemin. Parce que quand tu es trop occupé à regarder ce que font les autres, tu cesses de voir ce que toi tu construis, tu cesses de valoriser tes progrès, tes réussites, tes efforts. Tu sens toujours qu'il te manque quelque chose, que tu es en retard, que tu n'es pas suffisant. Et cela te frustre, te paralyse, te déconnecte. Tu commences à vivre dans la pénurie, comme si la vie était une compétition où tu es toujours perdant. Mais la vérité, c'est que chaque vie a son rythme, chaque histoire a son processus. Nous ne sommes pas tous destinés à fleurir au même moment, ni de la même façon. Il y a des chemins qui sont spectaculaires de l'extérieur, mais vides à l'intérieur, et d'autres, silencieux, discrets, qui sont pleins de sens. L'essentiel, c'est d'arrêter de regarder sur les côtés et de recommencer à regarder à l'intérieur, de te demander « Qu'est-ce que la réussite pour moi? Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Qu'est-ce que je veux moi au-delà de ce que le monde me dit que je devrais vouloir ?» La science l'appuie. La psychologie positive étudie depuis des années les effets de la comparaison sociale et les résultats sont clairs. Les personnes qui se comparent constamment font état de niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression, d'insatisfaction et d'estime de soi plus faibles. En revanche, celles qui cultivent la gratitude et l'attention vers l'intérieur développent un sentiment plus grand de plénitude, de sens et de bien-être. Se comparer te vole ton présent, t'empêche de profiter de ce que tu as déjà, parce que tu es obsédé par ce qui te manque. Et si tu ne romps pas avec cette habitude, tu pourras tout avoir et te sentir quand même vide. Fais l'exercice. Pense à la dernière fois où tu t'es comparé à quelqu'un. Peut-être en voyant une publication, en entendant une histoire, en remarquant la réussite de quelqu'un d'autre. Qu'as-tu ressenti? Où cela a-t-il résonné en toi? Quel message intérieur s'est activé? Puis change ta perspective. Regarde ton chemin, ce que tu as surmonté, ce que tu as appris, ce que tu as accompli. Reconnais-le, sois-en reconnaissant. Pas pour t'en contenter, mais pour te reconnecter avec ton histoire, parce que personne d'autre que toi n'a vécu ce que tu as vécu. Personne n'a marché avec tes chaussures. Et c'est pourquoi ton évolution n'a pas à ressembler à celle de qui que ce soit d'autre. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons nous occuper que de ce qui est sous notre contrôle, et se comparer aux autres ne l'est pas. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Se comparer génère des pensées qui te font croire que tu es derrière, que tu es incomplet, qu'il te manque quelque chose. Mais quand tu te concentres sur toi, quand tu valorises ton processus sans distraction, ces pensées perdent de la force
et quelque chose de bien plus puissant apparaît. L'acceptation, une fierté sincère, la paix. Et quand tu cesses de te comparer, il se produit quelque chose de magnifique. Tu te libères. Tu ne vis plus à courir des courses que tu n'as pas choisies. Tu ne t'épuises plus à essayer d'atteindre des normes qui ne te représentent pas. Tu commences à prendre davantage de plaisir dans le processus, dans ce que tu construis de tes propres mains, dans ce que tu guéris, apprends, fais grandir. Ton estime de toi se renforce, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu reconnais enfin la valeur que tu as déjà. Et ça se voit, ça se sent, ça se transmet, parce qu'au final, tu n'es pas venu dans cette vie pour être une copie de qui que ce soit, tu es venu pour être toi. Et ce toi ne fleurit vraiment que lorsque tu cesses de regarder dehors et que tu oses regarder dedans. Alors lâche la comparaison, reviens à toi, célèbre tes pas, même s'ils semblent lents, honore ton chemin, même s'il n'est pas parfait. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de courir pour arriver, tu as juste besoin d'avancer en étant fidèle à toi-même. Numéro 7. La compulsion d'être toujours occupé. Il y a un piège très courant qui ressemble à une vertu, mais qui est en réalité une forme silencieuse d'auto-abandon. La compulsion d'être toujours occupé. On nous a convaincus qu'être débordé de tâches est synonyme de valeur, que si nous ne faisons rien, nous perdons notre temps, que la productivité constante est la seule façon valide de vivre. Et alors, nous remplissons notre agenda, nous passons d'une tâche à l'autre, nous nous sentons coupables si nous nous reposons, anxieux de ne pas en faire plus. Mais derrière ce rythme effréné se cache souvent la peur d'affronter le silence, la peur de ressentir, la peur de penser. Être toujours occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Il y a des gens qui font beaucoup, mais avancent peu. Ils vivent en pilote automatique, éteignant des feux, barrant des listes de tâches, remplissant des engagements, mais sans direction, sans intention, sans but. Et le plus dangereux, c'est que dans ce tourbillon d'activités, ils s'oublient eux-mêmes. Ils oublient de respirer, d'écouter, de vivre. Ils pensent qu'ils peuvent remettre le repos, la pause, la réflexion à plus tard. Mais le corps n'oublie pas, l'esprit n'oublie pas. Tôt ou tard, cette surcharge se paye. Épuisement, anxiété, vide. La paix intérieure ne se trouve pas en faisant plus. Elle se trouve en faisant mieux, en choisissant avec conscience où nous investissons notre temps et notre énergie, en comprenant que se reposer n'est pas perdre du temps, c'est le nourrir, que s'arrêter n'est pas reculer, c'est prendre de l'élan, que le silence n'est pas un ennemi, c'est un maître. Parce que lorsque tu t'autorises à t'arrêter, tu commences à entendre ce que le bruit de l'activité constante t'empêchait de voir, ce dont tu as besoin, ce que tu ressens, ce qui te fait du bien et ce qui n'a plus de sens dans ta vie. La science est très claire à ce sujet. De nombreuses études montrent que les personnes qui ne se reposent pas correctement, qui vivent sous la pression constante d'être occupées, développent plus de stress chronique, de troubles du sommeil, d'anxiété et un sentiment moindre de satisfaction dans la vie. Le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel ne touche pas seulement les cadres supérieurs, il peut arriver à n'importe qui, si la définition qu'il se donne de lui-même est d'être toujours en train de faire. Parce que le repos n'est pas un luxe, c'est un besoin biologique, émotionnel et mental. Fais cet exercice. Observe ton quotidien. Combien de moments de silence as-tu? Combien de temps passes-tu seul avec toi-même, sans stimuli, sans notification, sans tâche? Combien de fois t'es-tu senti coupable de simplement te reposer? Commence à changer cette narration. Programme des espaces pour ne rien faire. Sors marcher sans but. Assieds-toi en silence. Respire. Déconnecte-toi. Et ne te sens pas mal de le faire. Ces moments sont aussi importants que n'importe quelle tâche. Ce sont le terreau où naissent la clarté, la créativité, le calme. Dans le stoïcisme, cette pratique est également fondamentale. Les stoïques ne voyaient pas la valeur de la vie dans la quantité de ce que tu fais, mais dans la façon dont tu le fais. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est surtout que nous en gaspillons beaucoup. Et souvent ce gaspillage n'est pas dans la paresse, mais dans l'occupation sans sens. Un stoïque cherche à agir avec intention, avec but, et cela n'est possible que quand on fait de la place pour la réflexion, quand on ne fuit pas le silence,
quand on comprend qu'on n'a pas besoin de courir tout le temps pour avancer. Et quand tu lâches cette compulsion d'être occupé, quelque chose de profond change. Tu ne vis plus dans l'urgence, tu vis dans le moment présent. Tu ne fais plus pour faire, tu fais avec sens. Tu commences à mieux écouter ton corps, tes émotions, ton intuition. Tu te rends compte que la vie ne consiste pas à cocher un maximum de tâches, mais à ressentir ce que tu vis pendant que tu les fais. Tu commences à valoriser davantage la qualité de ta présence que la quantité de tes actions. Parce qu'en réalité, tu n'es pas venu dans cette vie pour être toujours occupé. Tu es venu pour l'expérimenter, la vivre depuis le calme, la conscience, l'équilibre. Et ça ne s'obtient que lorsque tu fais la paix avec le repos, quand tu comprends que s'arrêter, c'est aussi avancer, que respirer, c'est aussi grandir, que passer du temps seul, en silence, en pause, c'est aussi une façon de créer. Alors cesse de courir par inertie, crée des espaces, crée des pauses, et découvre la profondeur qu'il y a à vivre dans le calme, pas dans la précipitation. C'est là que commence la vraie paix. Numéro 8. Éliminer la dépendance à la validation d'autrui. Nous passons une bonne partie de notre vie à attendre une tape dans le dos, une approbation, un « oui, tu fais bien », un « j'aime » ou un « je te soutiens ». On nous a appris depuis l'enfance que nous valons plus si nous nous intégrons, si nous sommes agréables, si nous répondons aux attentes des autres. Et ainsi, nous commençons à construire une identité basée sur le regard d'autrui. Nous changeons notre façon de parler, nos décisions, voire nos rêves, juste pour recevoir une validation qui, même quand elle arrive, ne semble jamais suffisante. Parce que plus tu dépends de l'approbation extérieure, plus tu te sens en insécurité. Et cette insécurité t'attache, te limite, te déconnecte de ton essence. La quête constante d'approbation est un piège. Elle te fait croire que tu as besoin d'une permission pour être toi-même, qu'avant d'agir, de parler, de choisir, tu dois t'assurer de ne déranger personne. Mais ce que tu sacrifies ainsi, c'est ton authenticité. Et le plus douloureux, c'est que même si tu obtiens cette approbation, elle ne te comble pas. Parce que tu n'es pas accepté pour ce que tu es vraiment, mais pour la version de toi que tu as montrée pour plaire. C'est un masque qui soulage un instant, mais qui te fatigue à long terme, car le maintenir exige des efforts, une vigilance constante et une déconnexion totale de ta vérité. La seule validation qui te soutient réellement est celle qui vient de toi, celle qui naît quand tu as confiance en ton propre jugement, quand tu prends des décisions depuis ton intuition et que tu restes ferme, même si tout le monde n'est pas d'accord. Parce que vivre depuis l'auto-validation ne signifie pas ignorer les autres, mais ne pas dépendre d'eux pour te sentir en paix. Et cette liberté émotionnelle est ce qui fortifie vraiment ton estime de toi. La science l'appuie. Des études en psychologie ont montré que les personnes capables de s'auto-valider sont plus créatives, plus authentiques, plus libres. Elles n'agissent pas par peur, mais depuis leur centre, et cela change tout. Fais l'exercice. Pense à une décision récente que tu as prise. À quel point a-t-elle été influencée par l'opinion des autres? Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non, juste pour ne pas décevoir? Combien de fois t'es-tu retenu par peur de ne pas être approuvé? Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas besoin de la validation de qui que ce soit? Qu'est-ce que je choisirais si j'étais sûr de ne pas être jugé? Ces réponses te montrent le chemin pour revenir à toi. Et ce chemin commence par un seul pas. Cesser de demander la permission d'être qui tu es. Dans le stoïcisme, cet enseignement est fondamental. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne t'implique pas dans ce qui ne dépend pas de toi. Et l'opinion des autres ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est la façon dont tu te vois, dont tu te parles, dont tu te soutiens, quand personne d'autre ne le fait. Un stoïque n'a pas besoin d'applaudissements pour agir avec vertu. Sa boussole est intérieure. Sa paix ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais de sa cohérence avec lui-même. Et cette cohérence est le socle d'une vie libre. Quand tu lâches le besoin d'approbation extérieure, un changement profond se produit. Tu te rends compte que ta valeur n'est pas négociable, que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour mériter, que tu n'es pas moins parce que quelqu'un ne comprend pas ton chemin. Et qu'en réalité, tu n'as jamais été trop ni pas assez, tu essayais seulement de t'adapter à des moules qui n'étaient pas faits pour toi. Maintenant, tu peux respirer avec plus de liberté, vivre avec plus de vérité, construire une vie qui reflète qui tu es et pas qui tu penses que tu devrais être.
Et depuis cet endroit d'authenticité, tout s'améliore. Tes relations sont plus sincères, ton énergie plus légère, ton esprit plus tranquille, parce que tu n'agis plus pour plaire, tu agis par amour-propre. Et quand tu vis ainsi, tu n'as plus besoin qu'on t'approuve, parce que tu t'as déjà, toi. Et ça, c'est suffisant. Numéro 9, se défaire du poids de la culpabilité et du remords. La culpabilité est cette voix silencieuse qui t'accompagne, même quand tout autour de toi a l'air bien. Elle apparaît dans les moments de calme, la nuit avant de dormir, quand ton esprit se libère des occupations et que reviennent les « si seulement j'avais fait ceci différemment », les « je n'aurais pas dû dire ça », les « et si j'avais agi autrement ». Les regrets s'installent dans ta poitrine comme une pierre, te maintenant tourné vers le passé, revivant encore et encore ce que tu ne peux plus changer. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu essaies de vivre ton présent avec un esprit piégé dans le passé. Mais vivre avec la culpabilité, c'est comme marcher avec une chaîne attachée à la cheville. Cela te freine, te pèse et te vide. Le plus dur, c'est que même si tu crois que ressentir de la culpabilité est une forme de punition juste ou de rédemption, en réalité, c'est seulement une nouvelle façon de rester bloqué. Parce que la culpabilité ne répare pas ce qui s'est passé. Seule la conscience, l'apprentissage et l'action le peuvent. Tu n'es plus la personne qui a commis cette erreur. Tu es celui qui a eu le courage de la regarder en face, d'en apprendre et de décider de faire mieux. Le remords te vole ton présent et avec lui des opportunités, des relations, de la croissance et surtout la paix. Parce que tant que tu continues à te répéter que tu aurais dû faire autrement, tu continueras à te punir de ne pas avoir été parfait. Mais qui l'est ? Nous avons tous, absolument tous, échoué un jour. Nous avons tous fait ou dit quelque chose que nous aimerions changer. Mais le vrai changement n'arrive pas par la punition, il arrive par le pardon. Et ce pardon commence par toi. Pardonner ne veut pas dire justifier ou oublier, ni faire comme si de rien n'était. C'est regarder en face ce qui a été, le comprendre, en tirer des leçons et le laisser aller. C'est se dire « j'ai fait ce que j'ai pu avec le niveau de conscience que j'avais à ce moment-là. Aujourd'hui, je choisis de faire mieux. » Et ce choix, voilà ce qui te transforme, parce que c'est là que tu cesses d'être prisonnier du passé pour devenir le créateur de ton présent. Tu lâches la culpabilité non pas pour fuir ta responsabilité, mais pour ne pas vivre enchaîné à ce qui ne peut plus être modifié. La science l'a bien étudié. La pratique du pardon, y compris envers soi-même, réduit l'anxiété, la dépression et le stress. Ceux qui pardonnent signalent une plus grande satisfaction dans la vie et une meilleure santé mentale, parce que le pardon libère, calme, guérit. Et toi, tu mérites cette guérison. Avancer ne signifie pas nier le passé, mais ne pas y rester piégé. Fais l'exercice, ferme les yeux et pense à ce qui te pèse encore. Un acte, un mot, une décision. Ne l'évite pas, regarde-le en face avec compassion, pas avec jugement. Reconnais la douleur que cela t'a causée et peut-être celle que tu as causée. Puis imagine comment serait ta vie si tu cessais de traîner cette culpabilité, si tu transformais ce souvenir en leçon et non en condamnation. Pratique la méditation du pardon. Tu peux dire à voix basse « Je me pardonne, je me libère, j'apprends et j'avance ». Pas une seule fois, mais autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que cette pierre dans ta poitrine se dissolve. Le stoïcisme comprend aussi cette sagesse. Sénèque disait « Celui qui se repent de son passé est comme celui qui pleure sur un feu déjà éteint. » Cela ne sert à rien de continuer à te lamenter sur ce que tu ne peux plus changer. Un stoïque reconnaît son erreur, l'examine et agit en conséquence, mais il ne s'auto-torture pas, car il sait que la vie se déroule dans le présent. Seul compte la façon dont tu mets à profit ce que tu as appris. C'est la véritable vertu. Et quand tu lâches enfin ce fardeau, tout devient plus clair. Tu n'es plus enfermé dans ce que tu as été. Tu te concentres sur ce que tu es en train de devenir. Tu récupères ton énergie, ta joie. Tu commences à vivre sans craindre ton propre jugement. Et le plus important, tu te fais davantage confiance, parce que tu comprends que tes erreurs ne te définissent pas. Elles te forment, elles te rendent plus sage, plus conscient, plus humain. Alors laisse partir la culpabilité, embrasse ton imperfection, apprends du passé, mais vis à partir du présent.
Et souviens-toi, la paix n'arrive pas quand tout est résolu. La paix arrive quand toi, tu décides d'arrêter de te punir et de choisir enfin de vivre. Numéro 10. Éliminer la mentalité à court terme. Penser seulement à maintenant peut sembler libérateur, mais c'est souvent un piège déguisé. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'immédiat. La gratification instantanée, le plaisir rapide, le résultat sans effort. Ainsi, nous prenons des décisions qui nous apportent un soulagement momentané, mais nous privent de notre bien-être à long terme. Nous choisissons le confortable, le facile, le rapide, sans penser aux conséquences. Et quand nous nous en rendons compte, il est déjà trop tard. Nous sommes piégés dans une routine qui ne nous ressemble pas, dans des habitudes qui nous épuisent, dans un style de vie qui ne construit rien de durable. Le problème de ne penser qu'à court terme, c'est que chaque jour, tu deviens l'otage de tes impulsions. Tu manges mal aujourd'hui, tu ne fais pas de sport aujourd'hui, tu dépenses de l'argent aujourd'hui, tu évites une conversation inconfortable aujourd'hui parce que je le ferai plus tard, parce que je le mérite, parce que aujourd'hui je n'en ai pas envie. Mais ce aujourd'hui se répète, et sans que tu t'en aperçoives, il devient ta vie. Et la vie qui se construit depuis la gratification immédiate te conduit rarement là où tu veux vraiment aller, parce que ce qui vaut la peine exige de la patience, une direction et de la constance. Quand tu ne penses qu'à court terme, tu vis en réaction, tu prends des décisions sans en considérer l'impact, sans les aligner sur un but plus grand. Tes journées semblent bien remplies, mais restent vides de sens. Tu t'épuises à poursuivre des choses qui ne te comblent pas, qui ne durent pas, qui ne construisent pas. Mais quand tu t'arrêtes et que tu décides de penser sur le long terme, tout change, parce que tes actions ne sont plus guidées par ce que tu veux maintenant, mais par la vie que tu veux créer. Tu commences à agir avec intention, avec vision, avec maturité. La science confirme. La psychologie du self-control a montré que les personnes capables de différer les gratifications immédiates pour des objectifs à long terme réussissent davantage, jouissent d'un meilleur bien-être émotionnel et entretiennent des relations plus stables. Pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'elles ont appris à donner la priorité à ce qui compte vraiment par rapport à ce qui est urgent. Parce qu'elles savent que chaque petit sacrifice d'aujourd'hui bâtit un lendemain plus solide. Et ça demande de la discipline, mais surtout de la clarté, savoir ce que tu veux vraiment, pas seulement ce que tu désires à l'instant. Fais l'exercice. Assieds-toi calmement et demande-toi, quel type de vie est-ce que je veux dans 5 ou 10 ans? Comment est-ce que je veux me sentir? Où est-ce que je veux être? Avec qui? Puis, observe tes habitudes, tes décisions quotidiennes. Sont-elles alignées sur cette vision? Ou est-ce que tu sabotes ton futur pour un plaisir immédiat qui s'évanouit en quelques secondes? Il ne s'agit pas d'arrêter de profiter du présent, mais de le faire sans hypothéquer ton futur. Et cela n'est possible que si tu vis avec une direction. Dans le stoïcisme, cette idée est essentielle. Les stoïques parlaient constamment de la valeur du temps, de l'importance de la prévoyance, d'agir aujourd'hui avec une vision élevée de demain. Sénèque écrivait « Toute la vie se vit dans le présent, mais elle doit être construite en regardant l'avenir. » Le sage stoïque ne se laisse pas emporter par les caprices. Il sait que sa vertu, sa paix et son but se cultivent avec constance. Il n'improvise pas sa vie, il la conçoit avec sagesse, et cette sagesse ne naît pas de l'impulsion mais de la réflexion. Quand tu commences à penser ainsi, tout devient plus clair. Tu te rends compte que chaque décision que tu prends aujourd'hui est un investissement ou un vol envers ton futur. Tu commences à prendre plus soin de tes habitudes, de tes relations, de ton temps. Tu ne choisis plus depuis la fatigue, tu choisis depuis ta vision. Tu deviens quelqu'un qui ne se laisse pas séduire par l'immédiat, parce que tu sais exactement ce que tu veux construire. Et c'est plus que de la simple volonté, c'est de l'amour propre, l'amour pour ton futur, l'amour pour la personne que tu es en train de devenir. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de nier le présent, mais de le vivre avec une intention. Il ne s'agit pas d'éviter le plaisir, mais de choisir celui qui te nourrit vraiment. Et il ne s'agit pas d'attendre un grand moment de transformation, mais de comprendre que le futur dont tu rêves commence à se construire maintenant, avec ces petites décisions que tu prends jour après jour. Numéro 11. Éliminer l'habitude de tout le temps vouloir faire plaisir. Dire oui semble un geste noble, généreux, presque automatique. On nous a appris que dire oui
c'est être gentil, poli, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, nous vivons en acceptant des invitations que nous ne voulons pas, en aidant pour des choses qui ne nous concernent pas, en prenant des responsabilités que nous ne pouvons pas assumer. Nous sourions, nous acquiesçons, nous nous conformons. Mais à l'intérieur, nous nous vidons. Parce que chaque oui que tu donnes alors que tu ne le veux pas vraiment, c'est un non que tu te dis à toi-même. Et un jour, tu te retrouves sans comprendre comment tu es devenu si fatigué, si surchargé, si déconnecté, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et vois le nombre de fois où tu n'as pas su mettre de limites. Le problème de dire oui à tout n'est pas seulement la fatigue physique. C'est la fracture émotionnelle que cela provoque de vivre en mode « je veux plaire ». Parce qu'à chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas, tu places le bien-être des autres au-dessus du tien. Tu dis « ce qui t'importe est plus important que ce qui m'importe ». Et répété au fil du temps, cela te remplit de ressentiment, de frustration, d'insatisfaction, parce que tu réponds aux besoins de tout le monde, sauf aux tiens. Tu es utile à tous, mais invisible pour toi-même. Apprendre à dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est t'affirmer. C'est reconnaître que ton temps, ton énergie, ta paix ont aussi de la valeur, que tu n'as pas à tout porter, que tu n'es pas là pour satisfaire les attentes de tout le monde, et que lorsque tu choisis avec conscience, tu construis une vie qui te ressemble, pas une vie qui te tolère simplement. Dire non ne fait pas de toi un égoïste, mais quelqu'un d'honnête, quelqu'un de libre. La science le confirme. Des études sur le bien-être émotionnel ont montré que les personnes qui savent mettre des limites et dire non fermement ont moins de stress, moins d'anxiété et une meilleure santé mentale. Parce que vivre en cohérence avec ce dont tu as besoin et ce que tu ressens te donne de l'équilibre, du pouvoir. Au contraire, vivre en disant oui par engagement ou par peur de décevoir t'épuise. Tu ne peux pas tout gérer et tu n'as pas à le faire. Ta valeur ne dépend pas du nombre de services que tu rends aux autres, mais de la façon dont tu te respectes toi-même dans le processus. Fais l'exercice suivant. Regarde tes engagements actuels. Pense au dernier « oui » que tu as dit. Combien d'entre eux viennent d'un désir réel et combien d'entre eux sont motivés par la peur de déplaire? À combien de choses aurais-tu pu dire non, mais tu t'es senti obligé de dire oui? Fais une liste. Identifie ce qui ne t'apporte rien, ce qui ne te revient pas, ce qui ne te représente pas. Et commence petit. La prochaine fois que quelque chose ne te convient pas, arrête-toi avant de répondre. Respire, évalue. Et, si tu ne le sens pas, dis non, avec respect mais fermement. Le stoïcisme a beaucoup à dire à ce sujet. Épictète disait « Apprends à désirer que les choses se passent comme elles se passent et ta vie s'écoulera sereinement. » Mais cela s'applique aussi à nos décisions. Apprendre à choisir ce qui est cohérent avec nos valeurs, pas avec les exigences extérieures. Un stoïque comprend qu'il ne peut pas contrôler l'opinion des autres, mais qu'il peut contrôler son temps, son attention, son énergie. Dire non quand il le faut est une expression directe de cette autodiscipline et de cet amour de soi. Et quand tu commences à dire non, quelque chose de puissant se produit. Tu ne récupères pas seulement ton énergie, tu reprends le contrôle. Tu cesses de vivre en mode automatique. Tu ne te sens plus utilisé ou manipulé. Tu commences à poser des limites claires et, avec cela, tu attires aussi des relations plus saines, plus honnêtes, plus équilibrées. Tu ne fais plus les choses pour plaire, tu les fais parce qu'elles te conviennent, parce qu'elles ont du sens pour toi. Et ce changement transforme ton quotidien. Avoir le courage de dire non quand c'est nécessaire, c'est aussi avoir le courage de te dire oui à toi-même, oui à ton repos, oui à ton temps, oui à tes priorités. Parce que ta vie ne consiste pas à être disponible pour tout le monde, mais à être présent pour toi. Et tu n'y arrives pas en te surchargeant de responsabilités, mais en choisissant avec sagesse. Alors laisse la culpabilité, laisse le besoin de plaire, laisse la peur du quand dira-t-on, et commence à construire une vie qui soit légère, cohérente et la tienne. Une vie où chaque oui vient de l'amour, pas de l'obligation. Numéro 12. Éliminer la tendance à voir le côté négatif. Le pessimisme se déguise en réalisme. Il se présente comme cette voix qui te dit « Ne te fais pas trop d'illusions, ça va échouer. Ça ne vaut pas la peine de faire autant d'efforts. Le monde est comme il est et tu ne peux pas y faire grand-chose. » Et il le fait avec tant de logique
avec une telle assurance que tu finis par le croire, par accepter que les choses vont probablement mal tourner, que ça ne vaut pas la peine de s'investir, que rien ne va changer. Et à partir de là, tu commences à vivre en attendant l'échec, en anticipant la déception, dans la résignation. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette attitude façonne ta réalité bien plus que tu ne l'imagines. Le problème du pessimisme n'est pas seulement qu'il te vole ton énergie, c'est aussi qu'il te ferme des portes avant même d'essayer de les ouvrir, qu'il te fait renoncer avant de commencer, qu'il contamine ta vision du monde et limite tes actions. Parce que si tu es persuadé que rien ne va aller, pourquoi donnerais-tu le meilleur de toi-même? Pourquoi prendrais-tu le risque? Pourquoi avancer? Et ainsi, sans t'en rendre compte, le pessimisme devient une prophétie auto-réalisatrice. Tu finis par avoir raison, mais pas parce que le monde est sombre, plutôt parce que tu l'as vécu depuis cette obscurité. Changer de perspective ne signifie pas nier la réalité. Il ne s'agit pas de vivre dans un monde de contes de fées, ni de cacher les problèmes sous des phrases pleines de bons sentiments. Il s'agit d'entraîner ton esprit à voir au-delà de la difficulté, à reconnaître l'obstacle, mais aussi ta capacité à le surmonter. Oui, il y a des moments difficiles, oui, il y a des choses qui font mal, qui ne se passent pas comme prévu, mais il y a aussi des apprentissages, de la croissance, des opportunités cachées au milieu du chaos. L'optimisme n'est pas de la naïveté, c'est de la force. C'est un choix, celui de voir la possibilité même quand tout semble aller de travers. La science le prouve. La psychologie positive a démontré que les personnes ayant une attitude optimiste non seulement jouissent d'une meilleure santé mentale, mais aussi d'une meilleure santé physique, d'une plus grande résilience et d'une meilleure capacité à résoudre les problèmes. Pas parce que leur vie est plus facile, mais parce qu'elles choisissent d'interpréter ce qui leur arrive avec un état d'esprit qui les pousse à aller de l'avant au lieu de les freiner. Elles ne se demandent pas « pourquoi ça m'arrive à moi ?» mais « qu'est-ce que je peux faire de ça ?» Et cette question change tout. Fais l'exercice. À chaque fois qu'un discours négatif apparaît dans ton esprit, arrête-toi et écris-le. Puis regarde-le de près et demande-toi « s'agit-il d'un fait ou simplement d'une interprétation ? Y a-t-il une autre façon de le voir ? Que ferait une version de moi plus forte, plus claire ? Ensuite, choisis un point de vue plus constructif, pas parfait, pas idéaliste, juste un point de vue qui te donne de la force au lieu de te vider. Répète l'opération, parce que l'esprit s'entraîne comme un muscle et chaque pensée positive que tu choisis consciemment est une répétition de plus qui renforce ta vision. Dans le stoïcisme, cette pratique est essentielle. Les stoïques n'étaient pas des optimistes naïfs, ils étaient des réalistes courageux. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui se dresse sur la route devient la route ». Pour eux, les obstacles n'étaient pas des tragédies, mais des maîtres. Chaque difficulté était une opportunité de pratiquer la vertu, de se renforcer, de démontrer sa tempérance. Le pessimisme n'avait pas sa place parce qu'il signifiait se rendre à ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et un stoïque ne se rend pas, il agit. Et quand tu choisis de voir la vie avec un regard plus ouvert, plus confiant, tout change. Tu commences à avoir plus de foi en toi, en tes décisions, en tes possibilités. Tu comprends que l'avenir n'est pas écrit et que ton attitude pèse bien plus que tu le pensais. Tu deviens plus créatif, plus résilient, plus courageux. Parce que tu n'attends plus que les choses s'effondrent, tu es prêt à construire du neuf, même au milieu des ruines. Éliminer le pessimisme ne veut pas dire ignorer ce qui est difficile, mais se souvenir qu'il y a aussi de la lumière, même dans les jours sombres. C'est croire en ta capacité d'avancer, même quand la route n'est pas claire. C'est te donner la chance de vivre avec plus d'espoir, plus de sens, plus de but, parce que tu mérites de vivre depuis la possibilité, pas depuis la peur. Et cela commence quand tu décides de changer ta façon de penser, parce que quand tu changes ton esprit, tu changes ton monde. Numéro 13, éliminer l'obsession d'atteindre le bonheur. La plupart des gens vivent comme si le bonheur était un point sur une carte, comme s'il se trouvait au bout d'une liste d'accomplissements. Quand j'aurai ce travail, quand je gagnerai plus d'argent, quand j'aurai une relation stable, quand je déménagerai, quand je perdrai du poids, alors là je serai heureux. Mais ce « alors » n'arrive jamais vraiment. Parce qu'une fois que tu obtiens quelque chose, une nouvelle étape apparaît, une nouvelle exigence, une nouvelle condition pour être heureux. Et ainsi,
Tu cours après un mirage qui se déplace toujours quelques pas plus loin. Poursuivre le bonheur comme s'il s'agissait d'une destination fixe est la meilleure recette pour vivre dans une insatisfaction constante, parce que tu conditionnes ton bien-être à quelque chose d'externe, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, que tu ne contrôles pas totalement. Et au fond, tu es en train de dire à ton présent qu'il n'est pas suffisant, que tu ne mérites pas encore de te sentir épanoui, que tu ne pourras respirer tranquille qu'une fois arrivé là-bas. Mais la vie ne se passe pas là-bas. Elle se passe ici, maintenant, dans ce que tu fais, dans la manière dont tu le fais, dans l'attitude avec laquelle tu avances. Le bonheur n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Il n'arrive pas quand tu le cherches désespérément. Il arrive quand tu te concentres sur ce qui t'anime, ce qui te passionne, ce qui te stimule, quand tu t'impliques dans la vie, quand tu fais des choses qui ont du sens, quand tu grandis, quand tu avances. C'est le résultat de l'engagement envers tes valeurs, pas l'obsession d'un état émotionnel idéal. Parce que même quand tu poursuis tes rêves, il y aura des jours durs, des moments inconfortables, des frustrations, des doutes. Et si tu crois que le bonheur, c'est te sentir bien tout le temps, chaque obstacle sera une raison d'abandonner. La psychologie positive est claire. Les personnes qui poursuivent des buts significatifs, pas forcément plaisants, signalent un niveau plus élevé de satisfaction et de bien-être, non parce que tout est facile, mais parce qu'elles trouvent un sens dans ce qu'elles font. Elles savent pourquoi elles se lèvent chaque matin, elles ont une direction, et cette direction, ce sens, leur donne une joie bien plus profonde que n'importe quel plaisir éphémère, parce qu'elles ne reposent pas sur ce qui se passe, mais sur ce qu'elles sont en train de faire pour que les choses se passent. Fais l'exercice. Oublie un moment le mot « bonheur » et demande-toi « Qu'est-ce que je veux construire? Quel type de vie est-ce que je veux créer? Qu'est-ce qui me fait vibrer, même si ça m'incommode parfois ?» Regarde tes journées. Investis-tu du temps et de l'énergie dans cela, ou cherches-tu simplement à te sentir bien sans t'engager dans rien? La véritable plénitude naît quand tu cesses de poursuivre des sensations et que tu commences à poursuivre un sens quand tu vis avec intention, pas avec angoisse. Dans le stoïcisme, cette idée est aussi renforcée. Les stoïques ne parlèrent pas de bonheur comme d'un état émotionnel euphorique, mais de eudaimonia, l'épanouissement de l'âme. Pour eux, la joie profonde venait du fait de vivre avec vertu, avec intégrité, avec maîtrise de soi. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie sera sereine. » Au lieu de traquer le bonheur, il cultivait un esprit ferme, une vie pleine de sens, un caractère solide. Et en conséquence, il ressentait quelque chose de bien plus stable que le bonheur, la paix. Et quand tu cesses de courir après le bonheur comme s'il s'agissait d'un trophée, tu te libères. Tu n'es plus piégé dans l'attente constante que quelque chose à l'extérieur te complète. Tu commences à valoriser le processus, l'effort, l'apprentissage. Tu te rends compte que le chemin que tu empruntes est plus important que la destination à laquelle tu arrives, que chaque pas, chaque décision, chaque obstacle surmonté a sa propre valeur, et que la véritable récompense n'est pas au bout, mais dans la façon dont tu vis pendant que tu avances. Parce que tu n'es pas venu dans cette vie pour être heureux tout le temps. Tu es venu pour ressentir, pour grandir, pour construire. Et si tu fais ça avec conscience, avec engagement, avec courage, le bonheur arrivera, mais pas comme une fin, plutôt comme un compagnon de route. Alors, arrête de le poursuivre et commence à vivre. Fais-toi confiance, si tu es là où tu dois être, à faire ce qui t'inspire, ce qui te stimule, ce qui te fait évoluer. Le bonheur apparaîtra de lui-même, sans que tu aies besoin de le chercher. Numéro 14. Éliminer l'attachement au passé. S'accrocher au passé est l'une des façons les plus silencieuses de saboter le présent. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on continue à revivre la même chose encore et encore. On se rappelle ce qu'on a mal fait, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a perdu, ce qui ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. On reste là, coincé dans des scènes qui n'existent plus, mais qui conservent du pouvoir sur nous. Pendant ce temps, le présent nous échappe. Nous continuons à respirer, mais nous ne sommes pas en train de vivre. Nous continuons à marcher, mais sans avancer. Le passé peut faire mal, bien sûr. Il y a des personnes et des moments que nous aurions aimé gérer différemment, des gens qui nous ont changés à jamais.
Mais tu n'es pas obligé de tout porter. Tu n'as pas à vivre avec ce sac émotionnel jour après jour. Parce que si tu continues à regarder derrière, tu ne pourras pas voir ce qui est devant toi. Et ce qui est devant toi, c'est le seul endroit où tu peux réellement faire quelque chose. C'est ici, dans cet instant, que ta vie se construit, pas hier, pas dans ce qui a été, mais maintenant. Le piège du passé ne se limite pas aux mauvais souvenirs. Parfois, nous nous accrochons aussi aux bons moments, à ce que nous étions, à ce que nous avions, à cette époque où tout semblait mieux. Et en le comparant au présent, nous nous emplissons de nostalgie, de frustration, de cette impression que le meilleur est déjà derrière nous. Mais c'est aussi une illusion, parce qu'idéaliser le passé t'empêche de construire quelque chose de nouveau. Tu restes attaché à une version de toi qui n'existe plus, tandis que celle que tu es aujourd'hui se sent incomplète. Et il n'y a rien de plus injuste que de te priver de la possibilité d'évoluer simplement parce que tu regardes en arrière. Les études sur la santé mentale sont claires. Les personnes qui ruminent sans cesse le passé, qui rejouent encore et encore leurs erreurs, ont plus de risques de souffrir d'anxiété, de stress et de dépression. Parce que le cerveau interprète ses souvenirs comme s'ils se déroulaient dans le présent. Ton corps réagit, ton énergie est consommée et la clarté mentale disparaît. Ce n'est pas le passé qui te fait du mal, c'est le lien que tu continues d'entretenir avec lui. Rompre ce cycle ne veut pas dire oublier, mais redéfinir. Fais l'exercice. Pense à une expérience du passé qui te pèse encore. Ne l'évite pas. Regarde-la en face et demande-toi « Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Comment cela m'a-t-il transformé? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, depuis cette version plus consciente de moi, pour avancer ?» Ensuite, lâche prise. Écris cette histoire sur un papier et brûle-le, ou dis à voix haute « Merci pour ce que tu m'as appris, mais je n'ai plus besoin de toi. » Tu n'as pas à tout régler en un jour, mais commence. Parce qu'à chaque fois que tu libères un fardeau du passé, tu laisses place à un présent plus léger. Dans le stoïcisme, cet enseignement est vital. Les stoïques comprennent que le passé n'est pas sous notre contrôle. Ce qui est fait est fait. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous l'interprétons, ce que nous en faisons et comment nous choisissons de vivre à partir de maintenant. Marc Aurèle disait « Le passé et le futur n'existent pas, seul le présent compte, et ce que tu fais de lui. » Pour un stoïque, s'attacher au passé revient à essayer de retenir le vent avec ses mains. C'est vain. Au lieu de ça, ils préfèrent se servir du vent pour naviguer vers là où ils veulent aller. Et quand enfin tu lâches le passé, il se produit un changement en toi. Tu commences à ressentir plus de paix, plus de clarté, plus de pouvoir. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de continuer à justifier ce que tu as été, tu peux choisir ce que tu es maintenant. Tu peux reconstruire ton histoire depuis l'acceptation, pas depuis la culpabilité. Tu peux regarder vers l'avenir sans peur, parce que tu ne traînes plus tes chaînes, tu marches les pieds ancrés dans le présent et le regard posé sur ce que tu veux construire. Le passé n'est qu'une page, pas tout le livre. Tu n'es plus là-bas, ne vis pas comme si c'était encore le cas. Prends ce que tu as appris, pardonne-toi, remercie et avance. Parce que la vie ne t'attend pas derrière, elle t'attend ici, dans le prochain pas que tu vas faire, dans le prochain mot que tu vas dire, dans la décision que tu prends aujourd'hui. C'est ça, la seule chose réelle, et c'est aussi la seule chose dont tu as besoin pour recommencer. Numéro 15. Éliminer la dépendance au matériel. On nous a convaincus que posséder plus équivalait à être mieux, que le bonheur se trouvait dans l'achat suivant, dans le nouvel appareil, dans le fait de remplir la maison d'objets, d'accumuler des biens qui nous donneraient un statut, du confort ou une illusion de réussite. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous devenons prisonniers de ce que nous possédons. Nous entassons tout, des vêtements que nous ne portons plus, des appareils qui ne nous servent pas, des souvenirs qui ne nous représentent plus. Mais le plus grave n'est pas le désordre extérieur, c'est le bruit intérieur que crée cet attachement. Parce que plus tu as, plus tu crains de perdre, plus tu t'identifies à tes biens, plus tu t'éloignes de toi. L'attachement matériel, ce n'est pas simplement posséder, c'est dépendre. C'est croire que sans ces choses, tu n'es personne, que ta sécurité, ta joie et ton sentiment de valeur résident dans quelque chose qui peut se casser, se perdre ou disparaître à tout moment. Et ça génère une anxiété constante, parce que tu sais, même si tu ne veux pas l'admettre, que tout ce que tu as est temporaire. Tu commences donc à le protéger par la peur,
à vivre tendu, à regarder ce qui te manque au lieu de voir ce que tu as. Mais le problème n'a jamais été le manque de choses, c'était le manque de connexion à l'essentiel. Le détachement, ce n'est pas renoncer à tout et partir vivre dans une grotte. Ce n'est pas rejeter le monde matériel, c'est l'utiliser sans qu'il t'utilise. C'est reconnaître que ce que tu possèdes ne te définit pas, que tu peux en profiter, en être reconnaissant, mais que tu ne dois pas t'y accrocher comme à ton identité, parce que tu n'es pas ta voiture, ni ta maison, ni tes vêtements, ni ton compte en banque. Tu es beaucoup plus profond que tout cela. Et quand tu lâches cette illusion, quelque chose d'autre se manifeste. La légèreté, la liberté, la clarté. La science l'atteste. Des études en psychologie montrent que les personnes qui pratiquent le détachement matériel ressentent moins d'anxiété, plus de satisfaction dans la vie et une plus grande paix intérieure. Pas parce qu'elles vivent avec moins, mais parce qu'elles vivent avec intention. Elles ne se fatiguent pas à comparer, à accumuler, à craindre de perdre. Elles se concentrent sur ce qui leur apporte vraiment quelque chose, leurs relations, leurs passions, leurs buts. Et depuis là, elles construisent une vie pleine de sens, pas d'apparence. Fais cet exercice. Regarde autour de toi, observe tes biens et demande-toi, est-ce que cela m'apporte vraiment quelque chose ou est-ce que c'est simplement là par habitude, par peur de m'en séparer, par attachement émotionnel? Commence à faire de la place. Sors ce que tu n'utilises plus, ce dont tu n'as plus besoin, ce qui te prend plus qu'il ne te donne. Et je ne parle pas seulement d'objets. Tu peux aussi lâcher des désirs matériels qui te font courir dans tous les sens. Cette obsession d'avoir le dernier modèle, d'atteindre un niveau économique juste pour impressionner, de combler des vides avec des choses. Fais du tri, pas seulement chez toi, mais aussi dans ton esprit. Dans le stoïcisme, cette pratique était centrale. Les stoïques comprenaient que tout ce qui est extérieur est éphémère et que fonder notre stabilité sur ce que nous ne contrôlons pas est la recette de la souffrance. Sénèque écrivait « L'homme sage ne s'attache pas aux richesses, il s'en sert. Il ne s'agit pas de ne pas posséder, mais de ne pas dépendre. » Marc Aurèle disait aussi « Les choses n'atteignent pas l'âme, à moins que tu ne leur en donnes la permission. » Le détachement stoïque est un outil pour vivre plus léger, plus conscient, plus connecté à ce qui compte vraiment. Et quand tu fais ce changement, ça se voit. Ta maison respire, ton esprit se dégage, ton corps se détend. Tu cesses de vivre pour prendre soin d'objets et tu commences à vivre pour prendre soin de ta paix. Tu deviens plus reconnaissant, plus présent, plus sélectif. Tu investis dans des expériences, pas dans des apparences, dans des moments, pas dans des objets. Et le mieux, c'est que tu découvres que tu n'as jamais eu besoin d'autant pour te sentir complet, que tu cherchais au mauvais endroit et que l'abondance ne se trouvait pas dans ce que tu avais, mais dans la façon dont tu le vivais. Alors lâche prise, fais de la place, élimine ce qui ne sert plus et ne garde que ce qui t'approche de la personne que tu veux être. Parce que plus tu te libères à l'extérieur, plus tu peux grandir à l'intérieur. Le détachement n'est pas une perte, c'est une libération. Et dans cette liberté, tu trouves enfin ce que tu cherchais tant. Avant de finir, je veux que tu fasses à nouveau quelque chose de simple mais de puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase « Aujourd'hui, je choisis de vivre pour moi et de trouver ma paix. Je suis stoïque. » L'écrire n'est pas qu'un geste, c'est un engagement envers toi-même. Ce faisant, tu reprogrammes ton esprit pour que la paix que tu recherches devienne ton état naturel. Prends une seconde et fais-le maintenant. Et si cette vidéo a résonné en toi, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à recevoir du contenu qui t'aide sur ton chemin vers la paix intérieure. Nous sommes ensemble dans ce voyage.